Mercredi 8 juin 2022, les titres de ce 13h. L'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont tenu leur 6e assemblée générale à Ouagadougou. Prévue pour se tenir du 6 au 10 juin 2022, cette rencontre va permettre aux médiateurs de réfléchir sur leur contribution en ce qui concerne les problématiques liées à la sécurité, à la cohésion sociale ainsi qu'à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Actualité sportive, victoire des étalons du Burkina Faso face au Swaziland par un score de 3-1 ce 7 juin 2022. Une victoire intervenue à la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Retour en image de ces moments forts dans un instant. Et puis les Maliens manifestent leur mécontentement quant au sommet fructueux de la CEDEAO et de l'UEMOA du 4 juin dernier à Accra. Attendant beaucoup de cette rencontre, ces derniers espéraient voir leur pays enfin libéré des sanctions auxquelles il est soumis depuis maintenant presque 5 mois. Mesdames, Messieurs, sachez que c'est un réel plaisir pour moi de vous informer. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Le médiateur de la République à l'épreuve des défis majeurs de l'espace UEMOA. C'est sous ce thème qu'est placée la 6e Assemblée générale de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. Une rencontre qui a réuni les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA avec pour objectif de réfléchir sur les problèmes liés à la sécurité, à la cohésion sociale et à la liberté de circulation des personnes et des biens. Retour sur cette cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre, tenu ce 7 juin 2022 à Ouagadougou avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Pour cette 6e Assemblée générale de l'AMP, Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, les réflexions vont porter sur les problématiques liées à la sécurité, à la cohésion sociale et à la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Le constat est triste dans l'espace sous-régional, selon le médiateur du Faso, par ailleurs secrétaire général de l'AMP, d'où la tenue de cette assemblée générale sous le thème « Le médiateur de la République à l'épreuve des défis majeurs de l'espace UEMOA ». Nous avons une fois de plus fait le constat que nos pays étaient confrontés aux mêmes défis et que nos populations souffraient quotidiennement des mêmes maux. L'incivisme, la corruption, malgouvernance et maladministration, difficile application des règles et principes communautaires, crise des secteurs sanitaires et de l'éducation, trafic de drogue, des armes et même des êtres humains, mauvaise utilisation des réseaux sociaux et développement de la cybercriminalité, le tout dans un contexte d'insécurité grandissante. Par ailleurs, sur le plan sécuritaire, l'espace sous-régional est devenu la cible des groupes terroristes dont les actions fragilisent l'économie et mettent à mal la cohésion sociale. La situation est préoccupante et révèle, selon le président de l'Association des médiateurs de l'UEMOA, plusieurs défis à relever. Premièrement, l'exigence de paix et de sécurité durable pour instaurer un développement économique solide et une intégration harmonieuse. Deuxièmement, l'accès effectif à des services sociaux de base et de qualité dans un environnement sain et durable. Troisièmement, une stabilité constante de l'état de droit sous le régime de la bonne gouvernance. Quatrièmement, l'effectivité des droits et libertés ainsi que l'application effective du droit communautaire. L'autre défi est celui de la construction d'une solide complémentarité entre les médiateurs et les organes de l'UEMOA. Tout en se réjouissant de la tenue de cette assemblée générale, le chef du gouvernement salue le choix du thème qui, selon lui, cadre avec les réalités du moment. Je me réjouis du choix du thème, le médiateur de la République face aux défis majeurs de l'espace UEMOA. Alors, bien sûr, le contexte que nous vivons dans nos États respectifs
interpelle les médiateurs qui ont un rôle à jouer, un rôle important à jouer dans la synergie d'action que nous recherchons. Et donc c'est pour cela que je fonde l'espoir qu'à l'issue de ces travaux-là, nous aurons des résultats probants et des propositions qui nous permettront donc de résoudre les problèmes de nos concitoyens, les problèmes liés à la protection des droits de nos citoyens. Cette assemblée générale de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Albert Ouedraogo, a connu la présence effective des médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA. Elle se déroulera jusqu'au 10 juin prochain. La centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole a été reçue en audience ce mardi à la primature par le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo. Au cœur des échanges, la présentation de la structure au Premier ministre, le point des acquis engagés au cours de ces 2 dernières années, ainsi que les difficultés rencontrées par la centrale dans le contexte actuel de crise mondiale. Reportage signé Serge Caboret. CAIMA, entendez par là la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole, est un instrument qui permet d'acheter des engrais, des semences et du matériel agricole au profit des agriculteurs. Les premiers responsables de la structure ont été reçus en audience ce mardi par le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo. En raison de la crise mondiale, les intrants agricoles sont certes toujours disponibles, mais à des coûts élevés. La délégation de la CAIMA est venue donc plaider auprès du Premier ministre pour un effort supplémentaire afin de soulager les agriculteurs. Nous avons souhaité que l'engrais soit autour de 19 000, 20 000 francs maximum pour les producteurs de l'ensemble des producteurs du Burkina. Nous avons également souhaité que les quantités que le gouvernement a déjà acquis, avec la subvention autour de 12 000 francs, nous sommes à 27 000 tonnes. Nous avons souhaité que cette quantité soit augmentée à 50 000 tonnes si possible pour permettre à un nombre important de producteurs vulnérables d'avoir accès à ces intrants-là. Nous avons également remercié le gouvernement pour les efforts qui ont été faits, entre autres par l'octroi de la garantie bancaire qui permettrait à la CAIMA en tout cas de s'approvisionner facilement auprès de ses fournisseurs. À ce jour, ce sont au total 27 000 tonnes d'intrants qui ont été disponibilisées par la CAIMA et elle entend se procurer 800 000 tonnes d'intrants. Nous avons acquis déjà, dans les magasins, nous avons près de 10 000 tonnes qui sont déjà dans les magasins. Nous avons quand même près de 100 camions qui ont déjà démarré des ports qui sont en train d'arriver. Tous les jours qui passent, nous avons des départs. Pour les 27 000 tonnes, nous pensons qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Notre plaidoyer va au-delà de ces quantités-là. Voilà, parce que vous savez que les besoins au niveau du Burkina, c'est des centaines de milliers de tonnes. Voilà, si nous voulons vraiment booster cette production, ce n'est pas moins de 800 000 tonnes qu'il faut aller chercher. Et nous sommes en train de parler de 27 000, de 50 000 tonnes. Donc, c'est pour dire que ces quantités, aujourd'hui, nous allons être à mesure de les fournir. Mais notre plaidoyer va au-delà de cette quantité de 27 000 tonnes. La délégation repart donc satisfaite après avoir reçu une oreille attentive de la part du Premier ministre. Le ministre a dit que les jours à venir rassembler en tout cas les différents ministères en charge de la question. Et il a également demandé à ce qu'on puisse avoir un document beaucoup plus structuré les jours à venir pour qu'il puisse se pencher sur ça parce que ça fait partie des questions existentielles et qu'il va travailler dans les jours à venir pour nous revenir avec les réponses concrètes du gouvernement par rapport à l'appui qui sera apporté à la CAIMA. Structure qui regroupe l'État et des partenaires que sont les associations de producteurs, notamment la Confédération paysanne, la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole CAIMA permet aux agriculteurs d'avoir accès à des intrants et matériel agricole de qualité et en quantité suffisante. Afin de contribuer au processus de transition de leur pays, une dizaine de partis et formations politiques du Burkina Faso ont tenu ce mardi 7 juin une séance de travail à Ouagadougou. Une rencontre née de la récente tournée du président de l'Union pour le progrès et le changement auprès de ces partis. Bien que n'ayant pas été sollicités par les nouvelles autorités comme ils le soulignent, ils ont décidé néanmoins de faire la part des choses dans ce processus de transition. Michael Tougri pour le reportage.
Après sa série de rencontres avec une dizaine de partis et formations politiques, l'UPC prend à nouveau langue avec les points focaux et les présidents de ces partis politiques visités. Ce 7 juin, l'ambiance était conviviale et loin des joutes politiques. Sur la table des discussions, ici au comptoir burkinabé des chargeurs, la place, le rôle et surtout la contribution de la classe politique dans le processus de transition amorcé depuis le 24 janvier dernier. Une transition politique dans laquelle la classe politique est mise à l'écart. Les défis sont d'abord ceux que l'on connaît depuis de longue date, qui sont les défis sécuritaires, qui restent présents et même persistants, et autour desquels l'ensemble des intelligences de notre nation doit se retrouver pour que chacun puisse apporter sa contribution, à commencer donc par les partis politiques que nous sommes. Mais ces défis aussi s'articulent autour de la question de la conduite à bon port de la transition actuelle qui, par définition, doit se terminer et laisser place à un état de droit constitutionnel normal mis en place à la suite donc d'élections législatives, présidentielles et locales, transparentes et équitables. Les partis et formations politiques ne veulent donc pas rester en marge de cette transition. La situation actuelle, selon Zéphirin Diabré, commande une synergie des intelligences pour faire face aux défis auxquels le Burkina Faso est confronté. Même si les partis politiques reconnaissent en partie leur responsabilité dans la dégradation de la situation sociopolitique, pour Zéphirin Diabré, les partis politiques sont accusés à tort de porter toute responsabilité de l'impasse que connaît le Burkina Faso. C'est vrai que dans certains milieux, y compris les vôtres, on entend des discours tendant à diaboliser les acteurs politiques, des discours tendant à se questionner sur leur utilité, et certains même allant à des propositions les plus extrêmes pour ce qui peut être donc de notre rôle. Certes, nous ne sommes pas exempts de critiques parce que dans notre manière de faire la politique, nous commettons des erreurs, mais aussi des fautes. Mais dites-moi dans quel groupe social dans ce pays-là, il n'y a pas une partie qui fait des erreurs et des fautes. Si la situation de la nation doit incomber à quelqu'un, elle doit nous incomber tous. Que l'on soit homme politique ou pas, que l'on soit acteur de la coutume, que l'on soit religieux, que l'on soit opérateur économique, que l'on soit militaire, etc., etc. Au sorti de cette rencontre, Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement, la série de tournées va se poursuivre auprès d'autres partis et formations politiques, puisque la classe politique reste une composante incontournable de la vie de la nation. Le pèlerinage à la Mecque cette année est soumis à des mesures de restriction à cause de la pandémie à coronavirus. En plus de la réduction du nombre de pèlerins par l'Arabie Saoudite, le pays d'accueil a également limité l'âge des pèlerins. 65 ans, c'est le maximum pour participer au pèlerinage 2022. Une mesure qui vise à préserver les personnes d'âge avancé, donc ceux plus vulnérables au Covid-19. Et pour l'imam Ali Douil Boudo de l'AMB, cette décision est salutaire. Il revient par ailleurs sur la question de l'importance de la capacité physique du pèlerinage. Reportage signé Abdelrahim Niénié. Après 2 années de suspension du pèlerinage pour cause de pandémie à coronavirus, les candidats au pèlerinage à la Mecque pourront effectuer le 5e pilier de l'islam cette année. Cependant, les candidats au pèlerinage sont soumis à des conditions, parmi lesquelles la limite d'âge qui disqualifie les pèlerins âgés de plus de 65 ans. Pour l'imam Ali Douil Boudo, cela ne pose aucun problème sur le plan religieux dans la mesure où ces conditions sont objectives. Les plus âgés sont les plus exposés à la maladie. Dans le processus de la maladie, ce sont les personnes âgées, effectivement de plus de 60 ans, qui sont les plus menacées. Et là, c'est une réalité. Donc, il était normal que les autorités sanitaires en charge du Hajj prennent des dispositions pour que, effectivement, il n'y ait pas beaucoup de personnes âgées, à ce pèlerinage-là, au risque de compromettre la santé de tout le monde. Hormis la question du Covid-19, la capacité physique est un élément fondamental dans l'accomplissement du Hajj, ce qui n'est pas forcément lié à l'âge, précise l'imam, qui soutient également que l'âge peut jouer sur la capacité physique. Il n'y a pas un âge pour débuter le Hajj. On doit le faire à tout temps. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que hâtez-vous de faire le Hajj
de peur que une contrainte ne vous y empêche. Donc c'est mieux de le faire dès que possible, voilà, au lieu d'attendre le grand âge. Dans les conditions du Hajj, il y a la question de la capacité. La capacité physique, il peut y avoir que les personnes âgées aient des problèmes pour faire tout le rituel du Hajj, du fait de leur grand âge. Pour les personnes déclarées inaptes, elles peuvent se faire remplacer par une autre qui a déjà fait son pèlerinage. Mais l'imam Il-Boudou précise que cela n'est pas nécessaire dans la mesure où le Coran enseigne qu'en cas d'incapacité, le musulman est déchargé de l'obligation de faire le pèlerinage. Voilà, que quelqu'un qui a déjà fait son pèlerinage à lui-même, voilà, un déjà pèlerin, puisse faire le pèlerinage pour quelqu'un qui est empêché. Voilà, soit par l'âge, par la maladie. Donc ça peut être une alternative pour ces personnes-là, si c'est cette forme du pèlerinage qu'ils choisissent, ou que même la personne est décédée, mais qui avait l'intention de faire le Hajj, voilà, ses enfants peuvent le faire pour lui. Mais du moment qu'il y a une raison suffisante, objective, qui empêche la personne de faire le Hajj, bon, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam qui vient après l'attestation de foi, la prière, la zakat et le jeûne du mois de Ramadan. Pour cette année, le Burkina Faso est autorisé à envoyer 3686 pèlerins contre 8000 les années antérieures. La Case des Inoubliables, qui a vu le jour en 2022, est une association qui s'est fixée pour objectif de rendre des hommages populaires. Et à cet effet, elle a présenté ses ambitions et les actions inscrites à son calendrier ce mardi aux hommes des médias. Selon le président de l'association, la vision de la Case des Inoubliables est de promouvoir l'intégrité et la paix sociale. Mamidrena Kamabou nous en dit plus. Construire et consolider le patrimoine culturel et en faire un référentiel pour les générations futures, c'est l'ambition que se donne l'association La Case des Inoubliables. Il s'agit également de rendre des hommages populaires aux monuments humains ou institutionnels, et dans l'optique de permettre aux jeunes de faire un retour aux sources et de se connecter à leur histoire, une bibliothèque numérique sera mise en place dans le cadre des activités de l'association. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à se battre pour le développement du Burkina Faso et qui sont dans l'anonymat. Nous voulons le 1er novembre les appeler et leur dire merci. Merci papa, merci grand-père de tout ce que tu as fait. Voici, nous te récompensons, nous voulons reconnaître tes mérites. On ne veut pas attendre que quelqu'un soit sous la tombe pour lui décerner une médaille de reconnaissance. Nous ne savons même pas ce que c'est que la vie. Après la mort, là, on ne connaît même pas d'abord. L'association, dans son calendrier, compte organiser des activités pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont contribué au développement socio-économique, culturel du Burkina Faso. Une cérémonie de réjouissance populaire sera organisée à l'occasion afin de remercier et de reconnaître les mérites de ces personnes. Une nuit dédiée à la récompense de ces différentes personnalités que nous aurons choisies. 12 trophées pour récompenser et 30 certificats de reconnaissance. Pendant la semaine, nous allons faire du cyclisme, une course cyclique, du pétanque, des crosses populaires, des tournois maracana. L'association La Case des Inoubliables récompensera aussi les jeunes qui ont porté haut le drapeau du Burkina Faso. Nous n'avons pas oublié la jeunesse. Il faut que les aînés soient des modèles pour nous. Il faut que nous encourageons également la jeunesse à faire mieux que ses aînés. D'où nous avons prévu des certificats de reconnaissance. Notre objectif même, en remettant les trophées, de voir avec les autorités s'ils peuvent leur décerner la plus grande reconnaissance qu'on peut donner à quelqu'un à son vivant.
Cette association qui a été créée en 2022 est reconnue par l'État burkinabé. Selon son président, lance un appel aux nouvelles autorités à créer un cadre de concertation avec toutes les forces vives afin qu'elles participent à la rédaction d'un schéma directeur de développement durable. Elle a également invité les partis politiques et la société civile à participer à une large sensibilisation sur les racines du terrorisme et à préparer les mentalités pour l'émanation d'un Burkina nouveau. Actualité sportive, les étalons du Burkina Faso se rapprochent d'Abidjan en course pour la qualification à la CAN 2023. La bande de Hubert Velud a fait un excellent match en s'imposant face à l'Eswatini à Johannesburg avec un score final de 3-1. Un compte rendu de Bessogré John William Sanda. Suprématie confirmée pour les étalons dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2023. Face au Silangoussem Nikati de l'Eswatini, les étalons ont tout simplement fait parler leur expérience. La première partie est à tout point de vue équilibrée avec des étalons qui se heurtent au bloc bas des Silangoussem Nikati. Après 45 minutes sans occasion franche, les deux formations se quittent dos à dos pour la période d'oxygénation. En seconde partie, les Eswatinais montent d'un cran, bousculent les étalons qui finissent par craquer. Surpris dans le dos par un long ballon, Issoufou Dayo et Edmond Tapsoba voient Ndiziniza tromper Kylian Nikema pour l'ouverture du score à la 64e minute. Un but qui vient couronner la belle période de domination du Silangoussem Nikati qui pense même faire le ménage dans le camp burkinabé. Loin d'être abattus, les étalons reprennent progressivement du poil de la bête et ne mettent que 5 petites minutes pour faire la jonction. Dango Ouattara, au terme d'un bel enchaînement, remet les deux équipes à égalité à la 69e minute. Comme un coup de massue sur la tête, le Silangoussem Nikati ne se retrouve plus face à la maîtrise des étalons. À l'affût, Dango Ouattara montre qu'il n'est plus le tout petit de la CAN. Il a grandi et n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Bien lancé par Blati Touré, le Société de Lorient s'en va tromper pour la deuxième fois le portier eswatinien. D'un intérieur du gauche bien ajusté, Dango signe son troisième but dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les étalons sont définitivement relancés et Cédric Badolo en profite pour se signaler. Le temps de servir Aziz Stefanki sur une merveille de passe pour la balle du 3-1. Synonyme de victoire pour les étalons face au Silangoussem Nikati. Une victoire qui permet aux hommes d'Hubert Velud absents pour raison de Covid de conforter leur première place dans le groupe B. Avec 2 victoires en autant de rencontres, le Burkina Faso se met dans de belles dispositions pour assurer au plus vite sa qualification à la prochaine CAN. Direction le Mali. Le manque de compromis entre les autorités de la transition malienne et les chefs d'État de la CEDEAO à l'issue du sommet sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée tenu le 4 juin dernier à Accra afflige fortement les Maliens. Et c'est difficilement qu'ils constatent toujours que le maintien des sanctions qui frappent leur nation depuis presque 5 mois. Résignés, les Maliens se rencontrent dans les rues de Bamako et accusent les deux camps pour ce qu'ils qualifient d'échec du sommet. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Les Maliens avaient fondé beaucoup d'espoir sur le dernier sommet de la CEDEAO tenu à Accra le 4 juin dernier. Espoir vite balayé par le manque de compromis entre les autorités maliennes et les chefs de l'institution, prolongeant ainsi l'embargo sur le Mali. Pour cet observateur de la vie politique, les Maliens se sont laissés manipuler par des propagandistes. Il n'y a pas eu d'accord, mais je n'aurais pas parlé d'échec, dans la mesure où le sommet d'Accra n'avait pas prévu. En tout cas, aucune source formelle n'avait parlé de lever des sanctions au cours de ce sommet extraordinaire. Seulement, il y a quelques propagandistes à la solde de certains tenants du pouvoir qui ont fait croire à l'opinion publique que les sanctions seront levées lors de ce sommet. L'échec de ce sommet relève de la responsabilité des deux camps, soulignent ces journalistes qui pensent même que les deux parties sont animées de mauvaise foi. Parce que le problème, c'est quoi? La mauvaise volonté, autant on peut accuser la CEDEAO, autant aussi on peut accuser nos autorités. Parce que quand tu vas dans une institution, il ne faut pas aller avec une idée figée.
ce que moi j'ai dit ça et je ne sais pas. Là, c'est pas en matière de négociation. Il faut que les uns et les autres essaient de concéder. Dans le camp du cadre des partis politiques qui exige aussi un calendrier raisonnable, le doigt accusateur est pointé vers les autorités de la transition qui n'ont plus la confiance de la CEDEAO. Par conséquent, le cadre invite les autorités à œuvrer pour le retour d'un climat social apaisé avant le prochain sommet. Je crois que le dernier sommet qui a eu lieu à Accra a contribué fortement à montrer nos États comme un État qui ne respecte pas ses engagements. Donc, ce qui a amené une crise de confiance entre l'État malien et la CEDEAO. Mais encore une fois de plus, il s'agit pour nos gouvernements que le délai de la transition soit fixé à 16 mois ou 24 mois. Cela dépend, mais qu'il faut que cela soit sous-tendu par un chronogramme. Un chronogramme avec des étapes précises et des échéances bien précises. Et c'est ce qui va amener la confiance. Maintenant, les Maliens ont les yeux tournés vers le prochain sommet prévu le 3 juillet prochain. Et nous restons toujours au Mali avec les autorités de la transition qui ont publié ce 6 juin 2022 le décret fixant le délai de la transition. Selon le document lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, le délai de la transition est fixé à 24 mois. Et ce délai a déjà commencé depuis le 26 mars dernier. Une annonce qui soulage les Maliens qui espèrent qu'avec la publication du nouveau délai, la CEDEAO va enfin lever ses sanctions. Toujours avec Boulay Mansoulou pour le reportage. Bon, si ça trouve que les autorités maliennes et celles de la CEDEAO se sont convenues sur cette durée de transition, c'est bon, c'est très bien, parce qu'on suppose qu'une convention a été trouvée entre eux. Maintenant, pour sortir le pays de cette situation. C'est raisonnable, vu qu'on a déjà écoulé 3 mois dans ce délai, donc je pense que c'est raisonnable. En tout cas, il ne faut pas dépasser ce délai. Il faut mettre une commission en place pour veiller à ce que ce délai soit respecté. Pour moi, le gouvernement a pris quand même une décision très responsable et une décision très respectable normalement pour la communauté internationale. S'il n'y a pas de main visible, normalement la communauté internationale doit accepter ce qu'on appelle ce délai qui a été vraiment signé par les 2 personnes. Quand même, ça n'a pas le jeu que les Maliens veulent, mais comme le gouvernement a accepté de rentrer, on est obligé de suivre le gouvernement. Sachez, messieurs, dames, que chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Il y aura toujours un début, un combat et une victoire. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations.